Bonjour à tous et à toutes, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette petite réunion fort agréable. Je dois vous avouer que quand on m'a proposé de venir vous parler, j'ai d'abord été très étonnée du thème, parce que la sexualité, je me suis dit, est-ce que vraiment ça a un intérêt, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Et puis je me suis un peu renseignée, j'ai lu, et je me suis aperçue que dans la définition du bonheur, l'épanouissement sexuel était un critère hyper important. Donc oui, la sexualité, c'est important, ça nous rend plus heureux, donc il faut en parler. Ça a un réel impact sur la qualité de vie, donc la manière dont on va aborder la sexualité dépend un peu de chaque personne, mais ça a un impact. Quand on imagine sexualité, on imagine relations de couple, relations amoureuses, ensemble depuis 20 ans, tout roule, tout est calme, c'est une complicité, mais la relation sexuelle, ce n'est pas que ça. On peut avoir envie de se faire plaisir, on peut avoir envie de partager un moment d'intimité, on peut avoir envie d'une relation plus intime avec un ami, on peut avoir envie de faire ça tout seul, en couple, en troupe, à 10, voilà. Une relation homosexuelle, une relation hétérosexuelle, une relation bisexuelle, tout est possible. Il n'y a pas de normalité dans la sexualité, il n'y a pas de nombre de fois par semaine, par mois ou par an, il n'y a pas de règles. Tout ce qui compte, c'est l'épanouissement de chacun. L'épanouissement des partenaires ou de la personne seule si elle désire faire sa sexualité seule. Alors, le concept préliminaire de 10 minutes, pénétration de 5 minutes, orgasme, les deux partenaires en même temps, non, ça n'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est bien comme vous voulez et comme ça vous fait plaisir. Donc, comme il était dit auparavant, c'est un problème fréquent, mais seuls 10% de la population admet avoir des problèmes sexuels. Si on regarde et qu'on interroge plus précisément les patients, un homme sur deux et une femme sur deux, un peu plus d'un homme sur deux et une femme sur deux ont des troubles sexuels. Et dans la population sclérose en plaques, c'est encore un petit peu plus élevé. Et les troubles sexuels, ils peuvent être très très différents. Des troubles du désir, de la libido, des troubles de la lubrification, de l'érection, de l'éjaculation. Mais en tout cas, c'est un thème complètement tabou. Et donc, je vous félicite aujourd'hui d'être venus pour oser en parler et pour oser en discuter tous ensemble. La sclérose en plaques, elle change beaucoup de choses. Elle change complètement les règles du jeu. Il y a évidemment des changements physiques, il y a des changements psychologiques, il y a une incertitude quant à la maladie, à son évolution, parfois des problèmes de communication, une relation avec le partenaire qui n'est plus la même parce qu'il peut y avoir dépendance. Alors comment intégrer la sexualité là-dedans, c'est tout l'enjeu. Donc ici, c'est un petit rappel de comment on va procéder. Donc Gaëtan Randax va vous donner des informations sur la fonction sexuelle normale, puis on passera à l'aspect pathologique de pourquoi la sclérose en plaques et les troubles sexuels. Une petite pause café, et puis on enchaîne avec le côté positif de la présentation, c'est-à-dire les solutions qu'on peut vous apporter ou vous proposer. Bonjour et merci à tout le monde d'être là. Alors, je vais continuer sur le même principe que le Dr San Giorgio, c'est que la fonction sexuelle normale, elle est singulière. Donc, chacun a sa sexualité. Et donc, en fait, on a vraiment, je pense, j'insiste encore une fois sur l'importance de rappeler que la sexualité, elle est diverse et que cette diversité, elle inclut toutes les expressions de genre, d'identité et d'orientation sexuelle. Alors, je vais ici parler surtout au niveau homme-femme pour l'explication de tout ce qui est organes génitaux. Mais je voudrais bien rappeler que tous les vécus des personnes LGBTIQ+,
LGBTQ+, et des personnes intersexes, elles peuvent également avoir ces informations et dans ce cadre binaire, on peut aussi les retrouver, en fait. Alors, premièrement, quand il y a une réponse sexuelle, il faut savoir que ça se passe dans plusieurs parties. C'est en premier dans l'esprit, avec les pensées, les émotions, mais aussi tout l'affect et tout le vécu qu'on a derrière. Et c'est additionné avec notre corps. Donc l'esprit et le corps fonctionnent ensemble, avec le corps qui a un système nerveux, un système circulatoire, hormonal, des organes, et tout ça fonctionne ensemble. Pour avoir plusieurs dimensions, le premier c'est le désir, cette envie d'engager ou de poursuivre une activité sexuelle. L'excitation, c'est un petit peu le ressenti subjectif, c'est la réponse physique, donc c'est l'afflux sanguin qui permet l'érection, c'est la lubrification. Et on a l'orgasme, qui est une contraction rythmique, c'est le plaisir et c'est également la libération d'hormones. La dernière, qui est aussi importante, c'est ce qu'on appelle la résolution. C'est la relaxation, le bien-être post-orgasme. Et c'est aussi important de rappeler que c'est quelque chose qui devrait être sans douleur. Donc, j'ai mes organes génitaux masculins et féminins ici. On a pris une coupe, donc on a coupé une personne en deux, avec du côté de l'homme ici, donc on a le ventre et de l'autre côté les fesses. On part du ventre et on va voir que si on va vers l'arrière, chez la femme comme chez l'homme, on a représenté la vessie, ici aussi la vessie. Ça ne fait pas partie des organes génitaux, mais ils sont aussi importants et sont situés là pour stocker l'urine. Il y a quelque chose qu'on a émis dans ce schéma à l'arrière, qui devrait être ici et là, c'est le rectum. Ça va ? Maintenant, étant dit, donc le rectum qui retient évidemment nos selles, donc c'est une sorte de garage, mais qui doit être temporaire. Ça c'est mon petit côté rééducation qui parle déjà. Si je pars de chez l'homme, je pars des parties externes, je vais prendre les testicules qui sont dans mon scrotum, donc testicules gauche et droite. Et c'est là où sont formés donc vos spermatozoïdes et vous avez la testostérone également. Et juste au-dessus, on a ce qu'on appelle l'épididyme, c'est là où où sont stockés les spermatozoïdes en attendant. De là, on remonte à l'intérieur du corps par le canal déférent, gauche et droit. Voilà. Et juste ici, on voit la vésicule séminale où est sécrété le liquide séminal. Et nous avons également la prostate qui est juste en dessous de la vessie et qui produit également du liquide séminal. Quand c'est le bon moment, donc les spermatozoïdes remontent par le canal déférent, le liquide séminal sort des vésicules séminales et de la prostate, et tout ça repart par l'urètre. Donc, l'urètre est donc avec deux fonctions, une fonction qui est sexuelle et une fonction qui est urinaire. Pour nettoyer, entre guillemets, avant une éjaculation et avoir du sperme, on va avoir les petites glandes de Cooper qu'on oublie souvent, mais c'est des glandes qui ont sécrété un petit liquide pré-éjaculation pour nettoyer, entre guillemets, le canal urétral. Et nous avons la dernière partie que vous connaissez quand même bien tous, c'est le pénis. C'est ce corps érectile avec donc deux corps caverneux et un corps spongieux ici qui se met en érection. Maintenant du côté de la femme, donc toujours le ventre d'un côté et les fesses de l'autre. J'ai toujours ma coupe, donc j'ai coupé en plein milieu mon corps et je remets la vessie en place. C'est juste ici, donc je pars du ventre, je vais vers l'arrière, je vais voir ma vessie. En arrière et un petit peu au-dessus, on va avoir notre utérus.
Donc, on va partir aussi des gamètes comme pour l'homme. Donc, on part de l'ovaire, ici. On a un ovaire gauche et droit normalement, donc où sortent les ovules et les hormones. Donc, vous avez le petit capuchon, entre guillemets, au-dessus de l'ovaire qui capte les ovules. C'est le pavillon de la trompe. Vous avez un gauche et un droite. Et cet ovule va partir au niveau de l'utérus grâce à la trompe de Fallope. Donc, l'utérus, pour rappel, c'est évidemment là où, si on le désire et si on a les capacités, on a un développement et une gestation d'un petit bébé quand c'est possible et quand on a envie. De l'utérus, je vais partir au niveau de mon col de l'utérus, c'est cette partie étroite qui est entre l'utérus et le vagin. Puis j'ai le vagin qui se termine avec ma vulve. Donc la vulve est bien extérieure, tout le reste était intérieur. Maintenant, on voit la différence entre l'homme et la femme, c'est que donc mon urètre n'a fonction ici que de faire sortir votre urine, tandis que chez l'homme, donc il a bien deux fonctions. Et l'urètre est bien en avant du vagin. Donc il y a vraiment une séparation entre le méa urétra, donc l'orifice de sortie de l'urine, et le vagin. Ce qu'on voit ici en vert, et c'est souvent ce qui est un petit peu oublié du côté de la femme, c'est ce corps érectile qui est un petit peu l'homologue de celui de l'homme. On parle souvent, et les gens connaissent en général, le clitoris par juste le gland du clitoris, mais ce n'est qu'une petite partie de ce clitoris qui est un organe érectile, qui est également avec des corps érectiles, donc un corps caverneux et spongieux. Voilà. Alors ici, voilà, pour rappeler qu'on a donc un organe érectile, qu'on soit une femme ou un homme, qu'on ait un organe féminin ou masculin, et il y a donc un corps érectile qui peut se mettre en érection ou qui peut être au repos. Donc on voit ici les deux, donc on est... Donc on voit vraiment ce corps qui s'érige au niveau pénien et même chose, donc au niveau du clitoris, on voit qu'il y a un afflux sanguin qui fait que ça augmente de volume également, comme on peut l'avoir chez l'homme. Donc je ne vais pas aller dans tous les détails, mais souvent, maintenant, on essaye de vraiment montrer qu'il y a une ressemblance entre ce corps érectile masculin et ce corps érectile féminin. Donc, vous avez un gland pour les deux, vous avez deux corps caverneux, au-dessus pour l'homme, qui se termine par une racine. Pareil pour la femme, c'est le corps qui se divise en deux. Et puis vous avez des racines. Et en dessous, vous avez le corps spongieux où se trouve l'urètre chez l'homme, et chez la femme, il se trouve de part et d'autre de la vulve, les corps spongieux. Là, pour le coup, il y en a deux. Voilà. Alors, je remontre une autre dia encore pour essayer vraiment de vous montrer que au niveau du clitoris et au niveau pénien, il y a vraiment des similitudes. On va voir que les deux s'attachent au niveau des branches pubiennes, donc au niveau de l'os du bassin. Et vous avez une partie externe qui est plus grande, qui sort plus chez l'homme, mais vous avez également une petite partie externe chez la femme, le gland qui sort, et le reste est à l'intérieur, mais n'est pas à négliger. Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, la différence, c'est que le corps spongieux chez l'homme, il est traversé par l'urètre, tandis que chez la femme, vous avez l'urètre qui est vraiment en dessous, entre les deux corps spongieux. Voilà. Et vous avez le vagin au milieu. Voilà. Donc,
c'est quelque chose qu'on étudie moins. Il y a une quinzaine d'années, on ne l'avait pas vraiment dans les manuels au niveau scolaire non plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis une image en essayant de vous montrer au niveau cutané ce qui se passe. Donc on voit ici les branches pubiennes. Donc vous avez le pubis devant qui est ici. Vous avez juste en dessous le clitoris avec le prépuce, un prépuce comme chez le sexe masculin. Et donc vous avez ces corps érectiles qui se trouvent en dessous des lèvres internes ou des lèvres qu'on dit petites au niveau de la femme. Et donc vous avez l'entrée vaginale ici. Alors maintenant je vais parler de la partie qui est très importante en rééducation périnéale. Donc le périnée, c'est une région anatomique en fait. C'est pas juste des muscles, mais c'est une région anatomique qui se situe entre le pubis et le coccyx. Donc de nouveau, j'ai ma personne qui est coupée en deux. J'ai le pubis qui est l'os dur juste devant et le coccyx, la fin de ma colonne vertébrale. Et là, vous avez en fait une sorte de petit hamac qui se situe entre les jambes. Voilà. Et on va retrouver nos organes génitaux et urinaires et digestifs ici. Donc vous avez la vessie, puis en arrière l'utérus et le vagin, et puis le rectum. Ça, c'est chez la femme. Chez l'homme, vous avez uniquement la vessie, juste en dessous la prostate et le rectum. Donc, on voit en fait ce petit hamac qui est là et qui est très important. Sa fonction première, c'est vraiment ce soutien des organes. Donc, heureusement qu'il est là pour qu'il n'y ait pas de descente. Et vous avez aussi, en fait, à chaque sortie, au niveau rectum, vaginal et urétral, ce groupe musculaire a cette fonction de permettre la continence urinaire et fécale. Il participe également à la fonction sexuelle et il participe à la stabilité du bassin. Alors, pour les corps féminins, donc, il participe également à un étirement lors de l'accouchement. Et c'est très important de savoir que ce groupe musculaire participe aux activités quotidiennes. Quand vous portez quelque chose, quand vous toussez, quand vous éternuez, il est très important également. Alors, mais ici, on est venu pour parler de sexualité. Alors, le plancher pelvien, qui est donc ce groupe de muscles, et également les structures molles qui l'accompagnent, donc nerfs et tissus conjonctifs et vasculaires, mais il est très important dans toutes les phases de la réaction, de la réponse sexuelle. Donc, par son rôle sensoriel, moteur et réflexe, il va participer à la fonction sexuelle. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter sur des gros détails au niveau innervation. Le but ici, c'est d'essayer, donc j'ai toujours une coupe ici, coupée comme ça, de sagittale, où on voit le nerf qu'on appelle le nerf pudendal, qui est le plus important et celui avec qui on travaille beaucoup en périnéo. Mais il y en a encore bien d'autres. Il y a les nerfs cutanés et puis en fait il y a tout le système parasympathique et sympathique qui a une action également, surtout pour le mécanisme des muscles lisses et pour les réponses sexuelles. Je vous ai remis encore une fois une petite image au niveau du clitoris pour voir qu'on a également des corps caverneux et ça s'arrange comme vraiment les corps caverneux au niveau du périnée masculin et donc du pénis. Donc retenez juste une chose, l'innervation au niveau de votre périnée, il n'est pas dû à juste un nerf, mais il est dû à plusieurs nerfs et à plusieurs systèmes nerveux.
C'est la même chose pour l'homme. Voilà, donc, j'ai déjà dit un petit peu toute l'explication, ce qui est le plus important à voir. Donc, quand il y a des dysfonctions, on peut toujours essayer de travailler sur un petit peu tout. Voilà, pas que sur un nerf. Maintenant, de nouveau encore ma petite fonction de kiné. Il faut savoir que le plancher pelvien, il ne travaille pas seul. C'est comme tout le reste des muscles. C'est comme quand je commence à marcher. Ce n'est pas un muscle, mais c'est tout un ensemble de muscles. Donc ici, en fait, on voit de nouveau une coupe. On a coupé en plein milieu, de profil de nouveau, voilà, où on voit au-dessus le diaphragme et en dessous, on peut aussi l'appeler le diaphragme pelvien. Donc c'est ce périnée, voilà. Et on voit tout autour, donc en arrière, en avant et sur le côté, d'autres muscles très importants. Donc c'est les muscles lombaires, les muscles abdominaux, et le diaphragme. Tout ça forme un ensemble pour aider à la fonction sexuelle, mais également à tout ce qui est augmentation de pression. Et puis, on a aussi tous les autres muscles, parce qu'en fonction de la position qu'on utilise, on va peut-être avoir un rôle au niveau des muscles fessiers, au niveau des muscles des cuisses, au niveau des bras. Donc, c'est un petit peu tous ces muscles-là. Et on a aussi des muscles qu'on appelle donc lisses, donc qui ne sont pas volontaires, tout ce qui est muscles des organes génitaux, au niveau de l'homme comme de la femme, qui jouent un rôle important. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Merci. Alors, passons donc à la partie où on va essayer d'expliquer pourquoi la sclérose en plaques peut affecter la sexualité. J'ai séparé ça en 3 causes principales, puis un petit bonus, vous verrez. Alors, d'abord les causes primaires. La sclérose en plaques, c'est une maladie des nerfs. Il y a une démyélinisation des nerfs, c'est difficile à dire, et donc il y a un bug, il y a une connexion qui ne se fait pas entre la commande et l'exécution de la commande. Et donc, ça peut avoir, vous l'avez vu, la sexualité, c'est très, très neurologique, ça peut avoir un impact. Donc, la durée de la maladie n'a pas d'impact sur l'importance du trouble sexuel, mais en fonction des zones qui peuvent être touchées par la plaque de sclérose, on peut voir différents symptômes. Par exemple, quand on a une lésion frontale, on peut avoir de l'hypersexualité, donc mais qui peut être vraiment très très gênant. Si on a une lésion plutôt au niveau sacré, au niveau du bas de la colonne, on peut avoir des troubles de la sensibilité, sensibilité du vagin, du clitoris, diminution de l'orgasme, diminution de la sensibilité du gland. Donc, en fonction de l'endroit de la maladie, on va avoir différents symptômes et comme vous le savez, on n'a pas qu'une plaque, on en a plusieurs en général et donc on va voir plein de symptômes différents qui peuvent apparaître et qui peuvent coexister. Je vous les ai tous mis là, je ne vais pas les détailler, mais de façon générale, c'est trouble de la sensibilité, trouble du désir, trouble de l'érection ou de la lubrification ou de la tumescence du clitoris, etc. Et au final, trouble de l'orgasme également. Les causes secondaires, ça ne va plus être lié directement à la plaque, mais ça va être lié à la conséquence de la sclérose en plaques. Quand on a une sclérose en plaques, malheureusement, on a plein de symptômes qui coexistent. Et donc, par exemple, la fatigue qui était votre thème de l'année dernière, apparemment, oui. Donc ça a un réel impact, parce que quand on est fatigué, on n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles. Les troubles urinaires. Avoir peur d'avoir des fuites urinaires quand on a un rapport, ou avoir des infections urinaires qui provoquent un état de fatigue également et de sensibilité de la zone. La présence d'une sonde ou la présence d'un cathéter, ça aussi, ça impacte la vie sexuelle. Quand on parle des troubles urinaires, mais les troubles intestinaux, je pense, sont encore plus impactants parce que quand on a peur d'avoir des fuites ou quand on a un rectum plein, une ampoule rectale pleine, on n'a pas forcément une libido au top du top. La spasticité, la mobilisation, le rapport sexuel, ça peut être un effort physique assez important. Donc, si vous êtes spastique,
Si vous avez du mal à tenir une position, vous n'allez pas avoir envie non plus de vous présenter à un rapport sexuel. Les troubles cognitifs ou de l'attention qui peuvent également influer, les tremblements, évidemment, et puis certains des médicaments. On donne des médicaments pour aller mieux, mais parfois ceux-ci ont un impact négatif sur la sexualité. Alors, un petit résumé, mais très très résumé, des médicaments qui vont avoir un impact plus ou moins sur la sexualité. Vous voyez, dans les traitements qui n'ont pas d'influence sur les troubles sexuels, les traitements de la CEP, Copaxone, Tecfidera, Ponvory, Kesimpta, Tizabrim, Avenclat, Elsep, je ne sais pas s'il y a beaucoup de patients qui sont sous Elsep, mais voilà, c'est aussi un traitement assez utilisé. Et dans les antidépresseurs, qui sont souvent aussi des traitements qu'on donne pour la dépression, mais également pour les douleurs neurologiques, on peut avoir aussi des médicaments qui sont plutôt positifs. Et puis dans les moins sympas, vous avez l'Obadjo, l'Ocrevus, le Gilenya, et toute une série d'antidépresseurs et antidouleurs également qui peuvent impacter, okay, de façon générale. Je vais laisser la place pour les causes tertiaires des troubles sexuels sur l'impact psychologique et socioculturel. Tout d'abord, bonjour et merci de votre présence. Pour aborder l'aspect psychologique et sexologique, c'est très important de se rendre compte qu'au-delà des manifestations physiques dont on vient de parler, la sclérose en plaques a un impact profond sur la vie psychologique, émotionnelle, relationnelle et sexuelle. Alors, bien sûr, lorsque on se retrouve confronté à un diagnostic de sclérose en plaques, il s'opère un bouleversement de l'identité et cela opère un véritable choc émotionnel. Ce diagnostic ne laisse personne, bien sûr, indifférent. Se met en place une angoisse lourde, une angoisse profonde qui se propage et qui risque de perdurer sur le long terme, où la personne se retrouve face à la peur de perdre son autonomie, va se questionner sur son avenir, sur son devenir, elle va avoir peur de ne plus être la même personne, de devenir un fardeau, et de multiples questions vont se mettre en place. Elle se retrouve également confrontée à des réactions émotionnelles intenses qui vont être très diverses selon chaque personne. Parfois la sidération, vraiment l'impossibilité de réagir, le déni, la colère, la tristesse, voire parfois s'installe un sentiment profond de dépression. Il faut bien sûr se rendre compte que chaque personne a besoin d'un temps d'adaptation psychologique pour faire face à cette révélation. Et ce temps psychologique va varier d'une personne à l'autre, bien évidemment. Et donc, dans ce cadre, c'est vraiment très important, à la fois pour la personne elle-même, mais également pour toutes les personnes de son entourage, de respecter ce temps, car ce temps est vraiment individuel selon chaque personne. Il y a bien sûr une acceptation de ce diagnostic, de cette confrontation, et un travail de deuil par rapport au corps d'avant, à la personne que nous étions avant, la perte des capacités physiques, perte peut-être aussi d'une image idéalisée de soi qui ne reviendra plus. Et donc tout ça vraiment entraîne un bouleversement profond qu'il ne faut pas du tout minimiser. Donc il y a une remise en question profonde de l'identité personnelle et bien évidemment de la confiance en soi. Alors, bien sûr, de multiples questions, je ne vais pas citer toutes les questions, parce que toutes les questions sont tellement inhérentes à chaque personne, mais vont émerger touchant tous les niveaux de la vie et laissant donc la personne profondément déstabilisée, en proie aux peurs et aux doutes.
Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Est-ce que je vais devenir totalement dépendante? Pourrais-je être parent un jour, continuer à séduire, à faire l'amour, à avoir du plaisir? Plein de questions qui vont se mettre en place. Alors bien sûr, la sclérose en plaques a un impact sur l'image corporelle et l'estime de soi. Là où auparavant, le corps, la sexualité, le corps était perçu comme avant toute chose source de plaisir, source de joie, source d'attraction. Il y a une modification de ce rapport au corps, comme on l'a bien vu. Il y a tout un ensemble de troubles, de modifications physiques qui vont apparaître. Et donc, tout ça va avoir un impact profond sur la sexualité, où, quelque part, tout va devenir beaucoup plus programmé. Ce ne sera beaucoup plus difficile de se laisser aller comme on pouvait se laisser aller auparavant de façon spontanée. Et donc, il va falloir être peut-être plus dans la codification, dans la programmation. Et tout ça, bien sûr, peut avoir des séquelles importantes. La perte de contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure déjà, pouvant entraîner alors sentiment de honte, de gêne, voire d'infériorité vis-à-vis du partenaire, et donc de mettre ça alors complètement de côté. Alors, tant chez la femme, chez l'homme, ou toute personne non binaire, comme on l'a bien dit tout à l'heure par Gaëtane dans le tableau présenté, cet impact va entraîner différentes appréhensions, que ce soit de la douleur, de l'échec, et donc le constat mon corps n'est plus le même, mon corps ne répond plus comme avant, va risquer d'entraîner un repli profond sur soi, où la personne va mettre cet aspect de la sexualité totalement de côté. C'est souvent ce que j'observe dans les consultations que j'ai, c'est que les personnes alors vont dire « ce n'est plus pour moi ». Et c'est ça souvent le problème le plus profond. L'estime de soi se fragilise, et donc on doit vraiment être vigilant à ce que cet aspect sexuel ne soit pas totalement mis de côté, et que la personne n'ose plus, par rapport à elle-même, par rapport à son couple, par rapport à toute forme de rencontre nouvelle possible, n'ose plus aller de l'avant. Alors, les troubles sexuels spécifiques, comme nous l'avons bien vu, la sexualité se doit toujours d'être appréhendée dans sa globalité. On ne peut pas différencier les différents aspects, que ce soit les paramètres physiologiques, psychologiques et émotionnels, relationnels, socio-économiques et culturels. Cela fait vraiment partie d'un tout que nous devons toujours essayer d'appréhender dans la globalité. Alors, la définition de l'Organisation mondiale de la santé le dit bien. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social. Et donc, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité, et cela met bien en avant une approche positive de la sexualité, qui exige le respect, la sécurité et la possibilité d'expériences sexuelles agréables, sans coercition, discrimination ou violence. Et je pense que ça, c'est un aspect qu'on va développer, mais qui pour moi est fondamental. Comme on l'a bien dit, qu'est-ce qu'une sexualité normale? Il n'y a pas de forme de sexualité normale. Ce qui est avant tout prépondérant, c'est d'être à l'écoute de ce qui est important pour nous. Et cela va être différent pour toute personne, mais aussi, et c'est peut-être parfois cela le problème, pour toute relation. Et au sein d'une relation, justement, on se retrouve parfois confronté à des différences de positionnement et de différences d'attente par rapport à la sexualité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a bien sûr les troubles sexuels primaires, ainsi que les troubles sexuels secondaires que Sylvia a déjà développés préalablement. Et au niveau psychosocial et culturel, nous nous attarderons surtout sur les troubles sexuels tertiaires.
et donc qui entoure toute la sphère psychologique et sociale. Comme on l'a vu, perte de l'estime de soi. Ce qui est très très souvent fréquent, c'est la peur du regard de l'autre. Comment mon ou ma partenaire va réagir, comment est-ce qu'il va me percevoir avec ces différenciations. Culpabilité, je ne suis plus comme avant, comment réagir, est-ce de ma faute? La dépression, qui peut aller de tendance dépressive, mais parfois aussi à l'installation d'une dépression totalement profonde. L'anxiété sous différentes formes, l'angoisse de performance qui est très souvent agissante dans la sexualité, où on ne va plus peut-être accepter on ne fonctionne plus comme avant, et donc quelque part on va se mettre une sorte de pression de se dire je dois à nouveau fonctionner, je dois à nouveau réussir, avec cette angoisse de performance qui fait la sexualité, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout correctement avec la performance obligée. Et donc, justement, c'est se laisser aller, laisser venir ce qui vient, qui va être important de mettre en avant. Repli sur soi, évitement de tout contact physique, que ce soit au niveau du couple, au niveau individuel. La personne part parfois de l'idée la sexualité, ce n'est plus du tout pour moi, je n'ai plus le droit de vivre cela. La stigmatisation sociale du malade qui est presque taxée de personne asexuée, et la représentation du handicap entre guillemets et toutes les fausses croyances qui peuvent circuler, la crainte de ne plus être désirable, et bien sûr les changements dans les rôles familiaux et au sein du couple. Donc, comme on l'a bien vu, les trois niveaux des troubles sexuels s'entremêlent constamment. Et donc, il y a une origine multifactorielle qu'il faut prendre en considération de manière globale et, si possible, pouvoir les traiter d'une manière pluridisciplinaire pour essayer d'aider au mieux la personne en souffrance ainsi que ses proches qu'il ne faut jamais, bien sûr, oublier. Ça fait partie d'un ensemble, d'un système où on essaye de travailler sur l'ensemble des personnes concernées. Alors, un autre aspect qui est très important, bien évidemment, c'est l'impact sur le couple. Le diagnostic affecte la dynamique du couple. Le partenaire, entre guillemets, en bonne santé, peut devenir, dans le rôle du couple, l'aidant, et donc ça entraîne un changement dans les rôles préalables. Il y a une fragilisation de l'équilibre érotique, le risque d'un glissement d'un rapport amoureux, d'un rapport érotique à un rapport de soins, un tabou émotionnel où on n'ose plus parler l'un avec l'autre de ses envies sexuelles, de son désir sexuel. On va mettre ça de côté pour ne pas indisposer l'autre, on va mettre ça de côté parce qu'on se dit je ne fonctionne plus comme avant, donc je n'ose plus en parler. Parfois, c'est dans un souci de se protéger mutuellement, et ça devient, la sexualité devient un tabou qu'on n'aborde plus, et donc le risque très profond d'un éloignement affectif, voire à toute forme de tendresse et d'intimité. Parce que là, on ne parle pas nécessairement que de sexualité, mais également un éloignement ou un arrêt de toute forme de rapprochement, quel qu'il soit, au niveau physique. Alors, on se rend bien compte que ce qui est fondamental par rapport à la sexualité et la sclérose en plaques, j'ai envie de dire, c'est comme dans beaucoup de situations au niveau des problématiques sexuelles, au niveau des relations, au niveau du couple, c'est une communication ouverte sur la sexualité, la fatigue, les peurs et les besoins de chacun. Cela entraîne bien sûr une meilleure qualité relationnelle et sexuelle. C'est très important, et c'est ce qui se passe souvent dans les consultations que j'ai, c'est d'essayer de redéfinir la sexualité, non pas comme une performance, comme une sorte de standard obligé, on doit fonctionner de cette manière, mais vraiment de recréer ou de créer un espace de tendresse, de découverte, d'exploration,
et surtout de complicité, si possible bien sûr, parce que parfois on se retrouve confronté à des situations où il est impossible de déterminer une nouvelle harmonie conjugale et où les attentes, les besoins, les désirs sont tellement différenciés que finalement on aboutit à une rupture, à une séparation. Et cela, parfois, il n'y a pas culpabilité ni stigmatisation, c'est une réalité, hélas, à laquelle nous sommes parfois confrontés. Donc, il y a également, pour moi, ce qui est important à tenir en compte, c'est un impact sur le couple, mais également d'autres membres éventuels de la famille, et je pense notamment par rapport aux enfants, qui vont être confrontés à des situations peut-être avec le diagnostic de tension, fatigue et tristesse du parent malade et de l'épuisement parfois du parent aidant, et donc qui peuvent devenir indirectement des victimes collatérales, comme d'ailleurs dans beaucoup de problématiques psychologiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc là, parfois aussi, il est nécessaire de trouver du soutien familial, amical ou professionnel dans certaines situations. Dans le cas où la personne face au diagnostic de sclérose en plaques est une personne qui n'a pas de partenaire, où il y a une absence de partenaire ou suite à une séparation, on voit que tout ce qui est anxiété, dépression et image de soi négative va être parfois encore plus présente et entraîner un isolement et un repli sur soi encore plus prépondérant. Et donc une sorte de croyance parfois extrêmement négative sur la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de créer une nouvelle relation de séduction. Et donc c'est vraiment fondamental de ne pas rester dans ce repli sur soi, de se tourner vers des associations, aller vers des sites de rencontres plus spécialisés, avec l'objectif toujours, c'est de briser la solitude, sans la fixation de trouver absolument quelqu'un, de créer absolument une nouvelle relation, et avant toute chose de créer des nouvelles relations positives, que ce soit via différentes formes de rencontres, avec bien sûr l'appui familial, amical et parfois professionnel si nécessaire. Je pense que c'est également au niveau de la société très important d'essayer de sensibiliser de façon globale sur la sexualité, parce qu'on se rend bien compte que sexualité, comme dans beaucoup de domaines, dans toutes les maladies chroniques, moi je travaille aussi avec des personnes par exemple atteintes de fibromyalgie, mais la sexualité c'est souvent un sujet extrêmement tabou, où quand il y a un problème, une maladie, c'est comme si la sexualité ça devenait quelque chose qui n'est plus important. La priorité, c'est autre chose, doit être centrée sur autre chose. Et le problème, c'est que on le voit parfois au niveau de l'entourage, mais aussi au niveau des professionnels de santé, où si une personne vient voir un spécialiste et essaye d'aborder la thématique de la sexualité, mais se retrouve parfois confrontée à des remarques du style « oui, mais enfin, pensez à des choses quand même beaucoup plus prioritaires, la sexualité, mais qu'est-ce que vous avez à en faire? Centrez-vous sur votre maladie, tous les troubles premiers. » Et heureusement qu'il y a bien sûr des professionnels de santé qui sont ouverts à cette thématique, mais ce n'est pas toujours le cas, et cela entraîne que la personne, alors, après, n'ose plus jamais aborder cette question. Donc, il faut vraiment essayer aussi de sortir de cette image que nous avons tous, que la sexualité serait uniquement pour des personnes tout à fait des corps uniformisés, une sexualité standardisée, et vraiment essayer de sortir du tabou. Ce n'est plus pour moi. La sexualité, c'est pour tout le monde. Ça fait partie, comme on l'a bien vu dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose qui doit faire partie de nous de la manière, et ça je le dis bien, on en parlera par la suite, de manière individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sexualité obligée non plus. Pour moi, c'est très important que si quelqu'un vient me voir et me dit « mais voilà, moi je me sens actuellement sans
envie sexuelle, sans désir sexuel. Notre rôle n'est pas de dire « mais si, ça doit être une sexualité obligée, la sexualité doit faire partie de votre vie de façon obligée ». Il faut vraiment respecter le parcours de chacun d'un point de vue individuel et d'un point de vue relationnel. Et donc, la sclérose en plaques ne supprime pas la sexualité, la transforme, peut la transformer et profondément, mais l'accompagnement doit être global, biologique, psychologique, relationnel et social. Et la parole, l'écoute et la bienveillance sont les premiers outils thérapeutiques de base pour tous les professionnels de santé, pas seulement au niveau psychologique, mais également dans le monde médical, je pense. Merci. Je reviens juste un petit moment pour mon petit bonus, ma 4e cause qui me semble quand même importante, surtout aujourd'hui on parle beaucoup des hormones et donc il faut aussi en tenir compte. La sclérose en plaques, de base, elle diminue la production d'hormones sexuelles, que ce soit la testostérone ou les estrogènes. Mais c'est aussi une maladie chronique avec laquelle on vieillit, enfin on mature, quoi, avec laquelle on va avancer pendant des années et des années. Et donc, les hommes et les femmes qui ont de la sclérose en plaques ne sont pas que des malades de la sclérose en plaques. Ce sont aussi des hommes qui ont une prostate qui vieillit, des femmes qui ont des hormones qui diminuent. Et donc, je voulais aussi parler de ça, c'est que la ménopause et l'andropause, ça concerne aussi les malades de la sclérose en plaques. Et donc, c'est important d'en parler et c'est important de dépister. On connaît bien la ménopause, ce moment de la vie d'une femme où les hormones chutent très rapidement et provoquent des symptômes assez gênants pour la plupart. Sécheresse vaginale, diminution de la libido, troubles, inconfort périnéal. Et le SGUM, c'est le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Donc ça, c'est toute une série de symptômes vaginaux, urinaires, qui provoquent beaucoup d'inconfort, des infections urinaires, de l'incontinence, etc., mais qui n'a rien à voir avec la CEP, donc qu'on peut prendre en charge aussi. Et l'andropause qui est beaucoup plus progressive, il n'y a pas de moment précis où il y a une andropause, c'est plutôt un phénomène plus progressif. Et donc, ça peut aussi provoquer chez les hommes des troubles de la libido, des troubles du désir, de l'érection, de l'éjaculation. Et de manière générale, dans les deux sexes, on a une image corporelle qui nous correspond plus trop, on change, on prend du ventre, enfin voilà, on est moins bien dans sa peau, quoi. Et puis des troubles de l'humeur qui peuvent impacter la vie générale, mais évidemment aussi la vie de couple et la vie sexuelle. Donc c'est important aussi d'en parler à votre urologue, à votre gynécologue, parce que vous n'êtes pas forcément que malade, vous êtes aussi des hommes et des femmes avec des évolutions hormonales qui sont importantes. Sur ce, rendez-vous après la pause, nous parlerons que de choses positives. Alors, on a parlé surtout de la pathologie, des conséquences, de l'anatomie. Maintenant, on va essayer de parler des solutions. Hein, c'est le plus important. Et c'est vraiment important que vous soyez là et que ce soit dédié pour vous, ces solutions. Alors, au niveau de la kinésithérapie, la rééducation fonctionnelle, on va essayer de trouver des solutions au niveau des causes primaires et secondaires surtout. Mais la première chose à essayer de comprendre, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est d'aborder la sexualité si c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Et si vous avez le courage d'aborder cette solution avec un professionnel de santé et vous n'avez pas la réponse souhaitée, allez chez un autre professionnel de santé, posez cette question. Ça fait partie de votre vie et donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est important d'en parler pour trouver des solutions. Tant qu'on n'en parle pas, on ne sait pas trouver de solution. Alors là, c'est plutôt au niveau des professionnels de santé, en fait.
Il y a une question simple en général qu'on essaye d'aborder. Donc, quand j'ai une personne qui vient en rééducation, que ce soit classique de kiné ou en rééducation périnéale, on va essayer d'aborder cette solution avec cette question avec une question très simple qui est: avez-vous des préoccupations concernant votre vie sexuelle? Alors, des fois, la réponse est non. Parce que c'est tabou, justement, on n'a pas envie d'en parler, mais au moins elle est posée. Ça veut dire que peut-être, éventuellement, dans 1 mois, dans 6 mois, ou avec un autre professionnel de santé, on va en reparler, parce qu'on sait qu'on peut en parler. Ou alors, la réponse va être oui. Alors, soit on n'a pas les compétences au niveau professionnel, donc si un professionnel de santé, par exemple, un kiné ne fait que de la rééducation pour des troubles neurologiques et vous prend en charge pour votre sclérose en plaques, mais n'a pas de spécialisation en urogénico, il va réorienter. On va réorienter, et si par contre on sait travailler dessus, on va commencer par un dépistage, de savoir quels sont vraiment les troubles les plus embêtants. Alors, en kiné, on va essayer de travailler de manière globale. Donc, on arrive avec un motif de consultation qui peut être justement un trouble fonction sexuelle, ou il peut être un trouble incontinence urinaire ou incontinence fécale. Et donc, vous venez avec ce problème et on va essayer d'établir un état des lieux global. Donc, on ne va pas parler juste de ce problème, mais on va parler de l'ensemble. Donc, quand on a une sclérose en plaques, mais oui, il y a déjà le fait de se mobiliser qui fait que, à cause de ça, probablement, je peux avoir d'autres troubles associés. Donc, on va essayer de prendre une vue globale. On va évaluer vos symptômes et surtout, c'est vraiment important de voir avec vous comment on définit la prise en charge. Si moi, ma priorité, c'est de marcher et la fonction sexuelle, c'est pas mon truc, en tout cas par le moment, c'est très bien, c'est comme ça. On sait qu'il y a des solutions, on sait qu'on peut travailler dessus, mais si c'est pas la priorité, on le fait pas. Voilà. Et si moi, ma priorité, c'est de travailler pour mes troubles sexuels et j'ai envie d'aller là-dedans, alors ce sera notre priorité dans l'objectif de traitement. Voilà. Après avoir travaillé et avoir ces objectifs, on évalue et on révise le traitement au fur et à mesure. En kiné, on a généralement 8 séances et ça va par 8 séances, sauf pour les scléroses en plaques où en général c'est un petit peu plus. Et on va essayer d'établir des objectifs et des suivis en fonction de vos problèmes. Donc, si vous n'avez pas encore de kiné, mais je doute, si vous n'avez pas encore de kiné, vous pouvez toujours aller sur le site de l'ALK, donc de l'Association luxembourgeoise des kinés de Luxembourg. Et il y a donc Lux Kiné, on peut directement trouver en fait un kiné spécifique dans notre région. Et on peut trouver un kiné spécifique en rééducation périnéale dans notre région. Alors, depuis 3 ans maintenant, on a aussi, justement avec l'ALK, l'Association des kinés de Luxembourg, des groupes d'intérêt spécifiques. Il y a un groupe d'intérêt pour tout ce qui est neurologique et il y a un groupe d'intérêt pour tout ce qui est périnéologie. Dans le site, vous pouvez aller sur ces groupes d'intérêt. Il y a des informations spécifiques pour les pathologies neurologiques et pour les problèmes périnéaux. Nous, dans le groupe d'intérêt spécifique en rééducation périnéale, on a fait une petite charte. Alors, pas spécialement pour tous les patients. On a commencé la partie simple avec ce qui était le suivi en postpartum, donc après avoir accouché. Mais cette petite charte, je dis toujours aux patients qui cherchent un autre kiné dans une région où je ne sais pas les orienter, regardez la charte. Sur la charte, on va vous expliquer ce que c'est une bonne prise en charge. On va vous expliquer en général quels sont les outils qu'on peut utiliser. Et donc, quand on va chez le kiné, on sait un petit peu si on est chez un kiné qui va nous voir avec une prise en charge globale. Et même si peut-être, perd de vue qu'il y a d'autres outils, je peux venir avec ma charte et dire, mais
Il me semble qu'on peut aussi faire une stimulation, il me semble qu'on peut aussi utiliser ça. Je l'ai vu sur la charte, est-ce qu'on peut essayer de travailler ça? Vous êtes vraiment des acteurs de votre santé. Et donc c'est important, s'il y a quelque chose qui n'est pas comme vous voulez, qui n'avance pas bien, de le poser, de le dire. Hein? Voilà. Alors, maintenant, le petit point positif, il n'y a pas énormément d'études, mais il y en a des études sur la rééducation du périnée et donc de la sexualité aussi au niveau de la sclérose en plaques. Et on voit que c'est une approche déjà qui est non invasive. Hein. Les techniques qui ont été utilisées pour les études sont la rééducation, le renforcement du périnée, donc ce hamac dont je parlais tout à l'heure, le biofeedback avec la stimulation du nerf tibial, j'en parlerai également tout à l'heure, et d'autres types d'électrostimulation au niveau endocavitaire. Quand on utilise ces techniques au niveau des études, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration au niveau de l'excitation, de la lubrification, de la satisfaction, de l'orgasme et de la diminution de douleur quand il y a des douleurs. Donc, ça a un effet positif sur les symptômes au niveau de la fonction sexuelle, mais ça a en plus un effet sur les fonctions de l'incontinence, sur les symptômes de l'incontinence urinaire et anale. Hein. Ça a aussi un effet positif sur la qualité de vie, parce que si on en parle moins, c'est vraiment le problème premier de tout trouble au niveau du périnée, c'est la qualité de vie. Et donc déjà, regagner en qualité de vie, c'est la chose la plus importante. Alors, les preuves, elles sont quand même encore limitées au niveau de la sclérose en plaques. Il y a un petit peu besoin de plus d'études, mais du coup, si on regarde au niveau de la population générale, on va voir qu'on a quand même des bons résultats. Et donc, il faut juste plus d'études, mais on sait qu'en travaillant, on arrive à avoir des bons résultats. Alors, qu'est-ce que c'est la rééducation? Alors, on fait une rééducation globale, dans une approche globale et individuelle. Chaque patient est différent, chaque patient a des symptômes qui sont plus ou moins importants, et il y a des choses qui sont vraiment qui leur tiennent à cœur. Donc, on va travailler sur la rééducation du périnée globalement, mais aussi de la fonction musculaire, des techniques de respiration, l'empowerment du patient, donc augmenter le pouvoir de la connaissance de son corps et des comportements du patient. Et il y a aussi des dispositifs mécaniques qui peuvent aider. Donc la rééducation du périnée, c'est quoi? Un bon périnée, il devrait être capable de se contracter, mais aussi de pouvoir se relâcher, hein, et de ne pas être douloureux. Donc, le corps de métier de la rééducation du périnée, c'est souvent le renforcement musculaire. Mais encore une fois, en fonction de la personne, si on a un périnée hypertonique, on va d'abord travailler sur le relâchement et pas sur la contraction encore et encore. Hein. Si j'ai des épaules hyper contractées comme ça ne sert à rien d'essayer de les muscler. C'est la même chose pour mon périnée. Il faut d'abord essayer de le relâcher. Alors, la rééducation du périnée, il y a des techniques manuelles. Donc, en fait, on va au niveau pénien et au niveau vaginal, au niveau de la vulve. On va travailler avec le patient pour essayer de bien conscientiser, de bien contracter, de bien relâcher, de bien savoir comment cela fonctionne au niveau de son périnée. Et puis, s'il y a des points de tension, on peut essayer d'étirer ces structures, essayer de bien guider. Il y a des techniques instrumentales. Alors, on parle souvent du biofeedback et de l'électrostimulation. Alors, vous voyez ici,
Ça, c'est ce qu'on appelle la stimulation du nerf tibial postérieur, qui va aider pour tout ce qui est problème d'incontinence, mais aussi pour essayer d'un petit peu restimuler. Ça marche très très bien sur les personnes qui ont des soucis neurologiques. Donc on a quand même quelque chose qui est à travailler. Ce n'est pas en première intention, mais c'est un outil supplémentaire. Le biofeedback, donc, le biofeedback, c'est ceci ici. On peut travailler avec une sonde au niveau vaginal ou au niveau anal, ou alors avec des électrodes à l'extérieur, au niveau de la partie génitale, extérieure, pardon. Et là, donc, quand on contracte, c'est ce que je dis toujours à mes patients, c'est comme une petite Game Boy, mais à la place de travailler avec nos mains, on travaille donc avec notre périnée et on peut avoir vraiment un parcours à suivre. Alors, les modalités, il n'y a pas encore vraiment de protocole standard, d'accord ? Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir ici, c'est qu'il vaut mieux avoir une supervision initiale recommandée. Vous pouvez toujours essayer seul. On l'a vu quand même dans beaucoup d'études que souvent la contraction du périnée, elle n'est pas parfaite, ou alors elle est inversée, ou alors il y a d'autres muscles qui travaillent quand on n'a pas un contrôle. Donc c'est toujours mieux, s'il y a des soucis de fonction sexuelle ou urinaire ou troubles anorectales, d'essayer d'aller chez le kiné pour travailler cette rééducation. Après, la fréquence, c'est au minimum 3 fois par semaine. Donc, il faut un petit peu mettre ça dans son agenda, mais encore une fois, si déjà on le fait une fois, c'est mieux que rien. Il faut être indulgent avec soi-même en fonction de sa vie et de toutes les autres difficultés qu'on peut avoir. La durée, on voit que si on travaille au minimum 6 semaines, on a des résultats. Donc toujours se tenir, ok, si je commence, j'essaye de le faire, et si je n'ai pas des résultats, c'est peut-être que j'ai moins fait, mais ce n'est pas grave, on va essayer de le tenir. L'intensité, on essaie d'avoir de 8 à 12 contractions volontaires maximales. Alors, les patients, au début, ils sont un peu fatigués, donc ils ne savent pas tenir très longtemps, mais au fur et à mesure, au bout d'1 ou 2 semaines, on arrive à tenir au minimum 6 secondes, 10 secondes, et ça nous donne des très bons résultats. Voilà. Alors, le diaphragme et les abdominaux, ils travaillent vraiment en synergie, donc ils travaillent ensemble avec le plancher pelvien. Donc, quand vous allez chez le kiné, souvent on ne va pas travailler que le périnée, on va travailler aussi votre respiration dans différentes positions, avec vos abdominaux, parce que tout ça, ça travaille vraiment ensemble. Alors, on a les troubles de la fonction donc sexuelle, mais on a tout ce qui est associé. Et donc, c'est important de travailler sur toutes les activités quotidiennes, pour essayer de réintégrer cette fonction périnéale, ce muscle périnéal avec les autres. Alors on sait, donc ça c'est aussi scientifiquement prouvé, que si on entraîne les muscles associés, donc les abdominaux, le diaphragme, les dorsaux, on va avoir une amélioration du plancher pelvien, donc du périnée. Ça, je le dis très très souvent à tous mes patients. Ce qui est vraiment important, c'est pas que la fonction périnéale, c'est tout ce qu'il y a autour. Qu'on soit jeune ou moins jeune, un homme, une femme, on travaille sur les connaissances, les compétences, le comportement et surtout la confiance et l'estime de soi. Le fait de travailler sur la rééducation du périnée, de renforcer, on va déjà améliorer ce périnée. Le fait de comprendre où ça se situe, quels sont les mécanismes, ça va vraiment nous aider à améliorer notre situation. Donc, connaître et aussi tout ce qui est compétences, donc pas que anatomiques, mais quels sont les comportements qui sont bien au niveau de l'hydratation, au niveau de la prévention, par exemple au niveau sexuel, peut-être d'anticiper, d'aller aux toilettes avant un rapport sexuel. Tous ces comportements-là, ils vont nous aider également. Donc, ils sont importants à travailler. Alors, je vous ai parlé surtout de la rééducation du périnée, mais
le kiné qui fait de la rééducation du périnée, s'il prend quelqu'un qui a une sclérose en plaques et qui ne va pas travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre, un autre kiné qui travaille sur la rééducation globale, on ne va pas avoir le même résultat. Alors, soit ce kiné, il fait les deux, soit il travaille en collaboration avec un de ses collègues, parce que quand on travaille sa rééducation classique kiné, on va diminuer les spasticités, on va améliorer son tonus musculaire, et tout ça va avoir un impact indirect sur la fonction sexuelle. Donc c'est important de l'aborder. Si maintenant on a le courage de demander sa prescription et on va faire de la rééducation périnéale, eh ben, parlez-en à votre autre kiné. Je vais aussi chez le kiné pour la rééducation du périnée. Et ils peuvent se mettre en connexion pour voir un petit peu comment travailler au mieux dans ces séances pour que ce soit au mieux pour répondre à vos objectifs de patient, de ce que vous voulez traiter. Voilà. Alors, tout ce qui est traitement, dispositif mécanique supplémentaire. Il y a beaucoup, alors là, c'est peut-être pas spécialement pour la sclérose en plaques, mais je dirais que maintenant, on parle plus au niveau de la rééducation périnéale, quand des gens viennent chez moi, des sondes connectées. Alors, oui, les sondes connectées, pourquoi pas, si on a déjà une bonne connaissance de son corps et si on est très motivé et régulier. Parce que prendre une sonde à la maison, se motiver à la mettre seule et le faire de manière régulière, c'est quand même assez difficile. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter cette sonde connectée en plus ? Petite question, si on est très régulière, alors oui, mais sinon, il y a d'autres techniques qui sont plus sympas et qui vont nous amuser un petit peu plus. Par exemple, tout ce qui est dispositif clitoridien et pénien, alors plutôt clitoridiens, qui sont ici comme une sorte d'aspirateur au niveau du clitoris, parce qu'on sait que les personnes qui ont des troubles neurologiques peuvent avoir une diminution de la sensibilité, et donc ça va aider un petit peu à restimuler, et on a vu au niveau des études que ça aidait aussi à améliorer la fonction sexuelle. C'est pas invasif, c'est pas douloureux normalement, donc c'est quelque chose qui peut nous aider, un outil en plus. Vous avez tout ce qui est vibromasseur, pareil, ça a des effets, on a vu au niveau scientifique aussi que ça pouvait améliorer la fonction sexuelle. Et pour les hommes, vous avez moins d'études, mais vous avez également aussi aspirateur, si vous voulez, pour essayer d'améliorer les compétences d'érection. Donc c'est des outils, des dispositifs qui peuvent vraiment aider et qui sont complémentaires. Alors, ce qu'on a aussi, c'est tout ce qui est ergonomie, donc les coussins, les facilitateurs, comme ici vous avez, ça s'appelle Andy Lover, donc c'est des chaises, enfin c'est des dispositifs où ça aide la personne à essayer de reproduire un mouvement de va-et-vient, qu'on soit seul ou en couple, pour des personnes qui ont des troubles de la mobilité. Et donc, je ne connais que ce dispositif français, il y a peut-être d'autres dispositifs, mais voilà, celui-là est français et ils ont diminué leur prix. Je n'ai pas d'action chez eux, mais voilà, ils ont vraiment diminué leur prix. Donc ça peut être quelque chose, un outil pour nous aider. Alors on a tout ce qui est autosondage qui va être beaucoup plus efficace. Si on fait des autosondages avant un rapport sexuel, on est plus tranquille, on a la vessie qui est vide, et donc on a un rapport sexuel qui est en général plus serein. Alors il y a tous les autres dispositifs, par exemple comme les cônes vaginaux pour les problèmes douloureux de la femme. Il y a encore d'autres dispositifs, mais c'est des choses qu'on peut aller voir et travailler en fonction de la personne, en fonction de quel est son problème premier et quel outil on peut essayer de conseiller. Voilà. Alors, une dernière petite chose, voilà. J'ai parlé donc de
la kiné globale qui va aider parce qu'on diminue la spasticité, on travaille sur la spasticité, on travaille sur le renforcement musculaire, l'activité physique et la sexualité, c'est des choses qui vont de pair. C'est-à-dire que si j'ai des troubles sexuels, essayer de faire de l'activité physique va m'aider et aussi avoir un impact indirect sur mon problème de fonction sexuelle. Voilà. Donc, ça réduit le stress, ça améliore l'image de soi, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui va nous donner un petit peu plus cette image positive. Alors, ici, je vous ai mis, et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez, le sport santé, la FLAS, et surtout les cours qui sont donnés par votre association. Il y en a 2. Mais il faut savoir que si c'est des cours, des activités physiques que vous n'aimez pas, on s'en fiche. Le plus important, faites n'importe quel sport, tant qu'il vous fait plaisir. Que ce soit de la marche, que ce soit de l'escalade, que ce soit du vélo, que ce soit des haltères, peu importe. Dès que vous faites quelque chose, du jardinage, vous améliorez votre bien-être et votre renforcement musculaire. Et ça aura un impact direct sur votre fonction sexuelle. Donc, 2 choses à retenir, parler et bouger. Ça va ? Alors, maintenant, parlons du concret. On va essayer de situer. Donc, on a déjà situé tout à l'heure son périnée. Il est entre le pubis et le coccyx. Maintenant, on va essayer de le contracter. Comment on contracte ce périnée ? C'est comme si on retenait un gaz ou si on arrêtait de faire pipi. Attention, on essaye ici, on peut essayer peut-être une fois aux toilettes, mais normalement, on ne contracte pas son périnée aux toilettes. D'accord ? On le laisse aller parce que c'est l'endroit où il doit se relâcher. Donc, vous pouvez tester une fois. Donc ici, on va essayer d'imaginer comme si on retenait un gaz ou comme si on retenait un périnée. Vous essayez pendant 2 secondes. On serre, on essaye de retenir l'anus ou l'avant, peu importe ce que vous sentez, et puis vous relâchez. Ça, c'est une contraction du périnée. Mais souvent, on a vu dans les études que quand on donne juste une explication comme ça, on contracte d'autres choses ou on pousse un petit peu. Ce que je vous invite à faire, c'est à la maison de refaire la même chose, mais peut-être de mettre une main au niveau des fesses, ou une main au niveau du ventre, ou une main au niveau du périnée. Le périnée, il doit se serrer, le reste, il ne bouge presque pas, surtout pas les fesses. Le périnée, il doit remonter. On serre, on essaie de tenir pendant quelques secondes, et puis on relâche. Donc si vous pouvez, essayez à la maison. Peut-être pas besoin de kiné, puisque vous n'avez peut-être pas envie dès le départ d'aller chez le kiné, mais si vous essayez déjà comme ça, c'est déjà mieux que rien. Alors maintenant, je laisse ma place à Anne-Marie. Voilà, donc on va aborder un petit peu maintenant la prise en charge psychothérapeutique et ou sexologique. Alors, à nouveau, donc, on parle d'une approche globale et pluridisciplinaire. 3 axes sont indissociables: le corps, restauration de la fonction et du confort au sens large; le psychisme, acceptation, estime de soi et toutes les émotions qui y sont reliées; le lien, bien sûr, la relation, communication, relation et intimité. Et donc, comme on vient déjà de bien le voir, l'essentiel est d'essayer d'aborder cela avec l'ensemble des professionnels de la santé et pas de façon isolée. Alors, bien sûr, dans ce qui concerne, moi je travaille au planning familial, je suis à la fois psychothérapeute et sexologue, donc ça me met un peu différentes casquettes sur la tête, et beaucoup de personnes peuvent venir me voir avec d'abord l'envie de parler, comme je le dis ici. La prise en charge psychothérapeutique, c'est avant tout la création d'un lien très particulier où la personne va pouvoir exprimer sans peur, sans crainte, tout ce qui lui vient par la tête, toutes ses émotions,
sans se dire je me retrouve face à quelqu'un qui va me juger, va parler de ce que j'exprime à quelqu'un d'autre, et donc elle va pouvoir me parler de tout ce qu'elle ressent, de sa colère, de sa peur, de sa honte, culpabilité, très souvent aussi le sentiment d'injustice. Et donc tout cet accompagnement individuel, avant même de commencer à parler de sexualité, va être ce lieu spécifique où on va pouvoir parler de tout ce que la personne vit, de tout ce que la personne ressent. Et j'ai envie de dire que très souvent, les personnes ne viennent pas me voir d'abord en parlant de sexualité ou de difficultés sexuelles. Les personnes vont d'abord venir me voir en me parlant de leur mal-être, de leurs anxiétés, de leurs angoisses, de leur peur de l'avenir. Et petit à petit, va se créer ce lien qui va permettre à un moment donné de parler des difficultés sexuelles. Et ça ne se fait pas tout de suite. Et parfois, ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas une obligation non plus de se dire « je dois parler de sexualité ». Mais déjà, d'avoir un lieu où on peut parler de tout ce qu'on a sur le cœur, je pense que c'est déjà un aspect totalement important. Donc, bien sûr, pour moi, c'est aussi le respect du rythme et de la demande de chaque personne. Notre rôle à nous, à tous les professionnels de santé, c'est ne pas dire à la place de la personne qu'est-ce qui est problématique pour elle. Parce qu'on peut avoir notre propre vision de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour la personne, mais ce n'est jamais à nous de dire « oui, là, ce serait bien quand même, vous me semblez avoir tel type de problème, il faut le travailler ». On doit toujours respecter la demande de la personne et la questionner régulièrement. Ensuite, pour moi, c'est également, bien sûr, tous ces aspects que je viens de dire, mais aussi déculpabiliser le désir sexuel ou l'absence de désir sexuel et d'envie. Donc, c'est toujours à la base s'écouter et se respecter. C'est une forme de libérer la parole sans a priori, sans dire ça doit être ce type de discours, c'est avant tout votre discours qui prime. Alors bien sûr, en complément de l'approche verbale de ce lien psychothérapeutique dont je viens de parler, qui est très spécifique, peuvent s'utiliser d'autres accompagnements spécifiques, tels l'utilisation des TCC, les techniques cognitivo-comportementales, qui permettent alors de travailler plus concrètement sur l'anxiété, les pensées négatives, les ruminations liées au sens de la vie, au corps ou à la performance, donc qui sont également très agissantes dans la sexualité. La thérapie d'acceptation et d'engagement, la CT, qui permet la flexibilité psychologique pour mieux vivre ces différentes expériences, qu'elles soient positives et bien sûr ou négatives, internes, malgré le stress, la douleur et la fatigue, c'est cette capacité un petit peu d'acceptation et de laisser venir ce qui est ressenti. Parfois, dans certaines situations, utilisation de l'hypnose ou de la psychotraumatologie, parce que parfois, dans certaines situations, on se retrouve à d'anciens traumas refoulés qui est vraiment important d'aborder et de travailler en profondeur. Différentes approches corporelles, relaxation, sophrologie, pleine conscience, qui permettent de créer une relation apaisée au corps. Or, bien sûr, dans cette prise en charge psychothérapeutique, il y a tout le côté d'approche de couple et de la famille. Car bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent la sclérose en plaques va modifier un petit peu la dynamique des rôles au sein du couple. On peut passer d'un couple amant-amante dans une relation amoureuse, érotisée, à un rapport aidant-malade. Et c'est très important de ne pas laisser se chronifier ce type de relation, que ça ne devienne plus qu'une relation aidant-malade. Même si elle en fait partie et qu'il faut en tenir compte, c'est une réalité importante, mais il faut essayer de ne pas laisser uniquement se mettre
en place ce type de relation de couple. Et donc, la thérapie de couple, ça va être aussi pouvoir parler avec chacun des partenaires, de quels sont ses besoins, ses attentes, ses désirs, et donc remettre une place à l'intimité dans la relation, à clarifier les attentes qui bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent vont être peut-être différentes, et les idées circulantes. Donc c'est rétablir le dialogue émotionnel et érotique. Et donc, très souvent, ce que je constate, c'est de pouvoir sortir d'une sexualité trop axée sur la génitalité uniquement. Donc vraiment, comme très souvent, nous avons une vision un petit peu standardisée de la sexualité, comme si c'était préliminaire, pénétration, orgasme simultanément, et puis tout va bien. C'est le standard à atteindre pour créer quelque chose qui est vraiment respectueux de la possibilité de chacun et des attentes de chacun. Et donc, c'est important de laisser beaucoup de place aussi à la tendresse, à l'intimité, à l'érotisme, mais de façon différenciée. Et donc, chaque personne doit toujours se poser la question, qu'est-ce que moi j'attends de la sexualité? Et au niveau de son couple, qu'est-ce qu'au fond nous attendons chacun? Est-ce qu'il est possible de créer ou de recréer une nouvelle forme de fonctionnement sexuel? Donc ça, au niveau de la thérapie de couple, je pense que cet espace est très important. Alors, au niveau de la prise en charge, et c'est toujours un petit peu lié, parce que très souvent, je peux avoir une personne qui vient d'abord pour me parler de son sentiment dépressif par rapport au diagnostic, de son mal-être, et puis on va évoluer peut-être par des questions au niveau de la sexualité, au niveau du couple, aux tensions qui existent, et donc on va peut-être à un moment donné passer d'un accompagnement individuel à un accompagnement de couple. Ça c'est parfois le cas, parfois pas, ça dépend. Et donc, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas en couple, et donc là, l'abord va être totalement différencié aussi. Mais en ce qui concerne la prise en charge sexologique, c'est essayer de se recentrer sur son corps et redécouvrir le corps, plaisir parfois autrement. Donc la sexothérapie, elle va aider à redécouvrir la sensualité par les massages, le toucher, les stimulations non génitales, les expériences non centrées uniquement sur la génitalité. Elles peuvent être bien sûr intégrées. Ce n'est pas que je dis il n'y a plus la génitalité, je dis il n'y a pas que cela. Et donc, déplacement du centre du plaisir, la sexualité devient plus sensorielle, recrée une certaine forme de sensibilité, moins axée sur la pénétration, l'acte sexuel classique est moins performative. Et donc toujours suivre son propre chemin et découvrir, si possible, ensemble ou seul d'ailleurs, un nouveau chemin ludique et axé sur le laisser aller et laisser venir. Alors bien sûr, on va utiliser des techniques telles que le focus sensoriel type méthode Master & Johnson, exploration de différents types de massages, du toucher sans rechercher d'orgasme, la rééducation pelvienne, comme on a bien vu l'exposé de Gaëtan, travail sur le rythme et la programmation des rapports ou, je dis bien rapports ou rapprochement sexuel, parce que c'est aussi quelque chose de très important à positiver, de pouvoir dire, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus dans ce schéma standardisé de préliminaire, pénétration, orgasme, mais qu'il y a un rapprochement sexuel où vous vous touchez, vous vous caressez, que ce soit vous-même ou avec votre partenaire, c'est quelque chose à positiver. Il y a un échange, il y a une proximité, il y a une intimité qui est recréée, et surtout, vous sortez de ce que je vois très très souvent au niveau des couples ou des personnes seules d'ailleurs, c'est un petit peu un retrait total de toute forme de sexualité.
Et donc les outils médicaux qui seront plus de l'exposé de Sylvia et techniques, traitement des troubles érectiles, lubrifiants, gel hydratant vaginaux, traitements hormonaux locaux, les positions adaptées, éviter de boire 1 heure avant le rapport sexuel, utilisation éventuelle de sextoy. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent exister, toutes sortes de solutions qui peuvent exister, mais cela demande bien sûr de parler de sexualité ensemble sans qu'elle ne devienne un sujet tabou que l'on n'ose plus jamais aborder. Et là, je rejoins totalement Gaëtane quand elle disait, si vous parlez à un professionnel de santé et que vous avez l'impression que vous l'embêtez, qui vous regarde l'air de dire, mais qu'est-ce que vous venez m'embêter avec ce type de questions, soit changez de professionnel, soit n'ayez pas peur de vous affirmer. C'est un droit que vous avez de pouvoir poser des questions. Moi, je dis toujours aux personnes, ayez votre liste de questions qui vous paraissent vraiment primordiales pour vous à poser, parce que les personnes après me disent « mais j'étais tellement anxieuse face au médecin qui me regardait en me jugeant que j'ai plus osé poser quoi que ce soit, je ne savais même plus ce que je voulais poser comme question. » Donc, n'ayez pas peur d'avoir une petite liste de questions où vous dites « je ne sors pas du cabinet sans avoir eu une quelconque réponse aux questions qui me paraissent primordiales. » Alors également, bien sûr, le travail sur le désir et la communication, libérer la parole de l'un et de l'autre, ça se passe toujours ensemble. Comment exprimer son désir sans gêne, pouvoir dire, même s'il ne se passe rien, mais oser dire « j'ai envie de toi, j'ai envie d'être proche de toi », ne fût-ce qu'un rapprochement. Comment oser dire non aussi, sans blesser, parce que la personne peut être face à des douleurs qu'il faut travailler. Aucun rapport sexuel, aucun rapprochement sexuel ne doit se vivre dans la douleur, dans la difficulté. C'est quelque chose aussi qu'on doit dire parfois aux patients. Et quitte à vivre les choses autrement et résoudre les problèmes de douleur, bien sûr. Comment exprimer mon envie d'autre chose pour accéder au plaisir? Il y a différentes formes d'accession au plaisir. Et au fond, c'est ce que je dis parfois pour rassurer, parce qu'on parle souvent de normalité, normalisation, comment est-ce qu'on doit fonctionner, mais ce n'est pas tellement différent de l'ensemble des couples qui, sur le long terme, de toute forme de relation, qui doivent privilégier la communication, sortir de la routine, maintenir le dialogue pour permettre une sexualité épanouie et épanouissante. C'est absolument pas différent. Donc, il me semble que c'est important de se dire à tout moment, on doit un petit peu se réinventer, se réapprivoiser mutuellement ou individuellement. Alors, un autre point pour terminer qui me paraît très important, c'est ne jamais oublier aussi que l'aidant au sein du couple a peut-être besoin également d'un soutien individuel, que quelque part on doit éviter le risque d'épuisement de l'aidant, burn-out, qui est quand même quelque chose de fort présent, et de pouvoir en tenir compte et de pouvoir dire à la personne qui est dans ce rôle un petit peu d'aidant, vous avez le droit à avoir des limites, vous avez le droit à dire à un moment donné j'ai besoin d'un soutien ou j'ai besoin d'un espace différencié. Parce que quelque part, ne pas tenir compte de ces limites, on risque d'entrer dans quelque chose qui va être beaucoup plus négatif pour les personnes. Donc, importance de respecter le rythme du patient, éviter la pression de résultat, et la demande, ce n'est jamais notre demande. La demande, c'est toujours celle de la personne concernée, des personnes proches qui l'entourent, mais ce n'est jamais à nous de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous devez faire. Non, on doit sans arrêt questionner et tenir compte de la demande de la personne concernée et de ses proches. Bien sûr, reconnaître la diversité des orientations et des identités, notre approche, sans aucun jugement, doit rester ouverte, bienveillante et inclusive.
Et donc, en conclusion, c'est sûr, comme on l'a vu, que c'est un véritable bouleversement à appréhender avec le maximum possible de résilience. Et notre rôle de psychothérapeute, de sexologue et de tout professionnel d'ailleurs, est d'offrir un espace de confiance, d'écoute sans jugement, où l'on peut parler du désir sans culpabiliser, de la peur et du manque sans honte, mais comme un aspect légitime de notre santé et de notre bien-être. Et donc peut-être essayer d'évoluer vers quelque chose de plus lent, relax, plus tendre, et toujours replacer la sexualité et le consentement, pour moi c'est très important, au cœur de la qualité de vie, avec respect et sans contrainte. Voilà, ici c'est juste des petites choses, voilà, pour bien dire, hein, ici c'est en lien peut-être pas avec la sexualité, mais le syndrome douloureux chronique, mais c'est pour vous un petit peu, pour qu'on voie à quel point il y a de multiples facteurs. Il n'y a pas juste un aspect, et que chaque personne est unique. Et donc, on doit toujours essayer de se questionner. Il n'y a pas un protocole standardisé. Il y a chaque fois une rencontre, quelque chose d'unique à essayer de mettre en place. Voilà. Et donc, de multiples choses, mais voilà. Alors, je vais conclure avec une petite synthèse de tout ce dont on a parlé. Vous avez compris que les troubles de la sexualité, qu'ils soient liés à la sclérose en plaques ou à n'importe quelle personne non-CEP, c'est multifactoriel et donc les solutions vont être multiples aussi. Donc j'ai résumé ça, mais vraiment très très résumé, et vous allez voir que les traitements vont dépendre en effet de chaque cause, sachant qu'ils peuvent s'additionner aussi. Donc si la cause du trouble sexuel, c'est les effets secondaires des médicaments, c'est facile, on va changer de médicament. Donc on peut discuter avec son neurologue éventuellement d'un changement de traitement. La fatigue, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir adapter éventuellement la position sexuelle, on va pouvoir adapter la position sexuelle au fauteuil, on va privilégier les rapports sexuels plutôt le matin ou après la sieste. L'estime de soi et l'image de soi, on en a parlé avec Madame Antoine, évidemment, on va plutôt privilégier la prise en charge psychologique. S'il y a un problème de spasticité, on va essayer de travailler dessus avec la kiné générale, pas la kiné périnéale, adapter la position, faire des exercices de stretching, des étirements doux, éventuellement utiliser des myorelaxants. Les troubles urinaires, s'ils perturbent la sexualité, on va évidemment essayer de résoudre ces problèmes, résoudre la continence urinaire. On va privilégier l'autosondage plutôt que la sonde à demeure ou le cathéter suspubiens qui va libérer la zone génitale et la zone du bas-ventre. Privilégier la vidange urinaire avant le rapport sexuel. Traiter la continence urinaire par des médicaments, par la toxine botulique, parfois par des opérations. Traiter les infections urinaires à répétition, les infections urinaires après les rapports sexuels en traitant le vagin, en augmentant la lubrification, en utilisant des gels ou des hormones parfois chez la femme. D'ailleurs, à ce propos, je profite qu'on soit en discussion sur les troubles urinaires, parce que je suis quand même urologue, donc ça m'intéresse beaucoup. Depuis quelques années, je ne sais plus combien de temps, la CNS ne rembourse plus le traitement de kiné périnéale dans la pathologie lourde L12 sclérose en plaques. Donc, à l'heure actuelle, moi, quand je fais une ordonnance de kiné pour les troubles urinaires ou les troubles périnéaux, je dois mettre le malade en pathologie commune et pas en pathologie lourde. Et donc, ça fait 8 séances de kiné simplement. Bon, je trouve que c'est une aberration, parce que s'il y a bien des gens qui ont besoin de kiné périnéale, c'est les malades de sclérose en plaques. Et donc, si on peut militer ensemble pour retrouver le remboursement du ZK13, donc traitement de kiné périnéale en pathologie lourde,
Je sais qu'il y a des politiques parmi nous qui peuvent peut-être nous aider à... Non, c'est important parce que je pense que c'est pas du tout de l'excès de soins. Et moi, parfois, je mets une kiné normale en pathologie lourde, mais il y a des kinés qui sont très, très pointilleux et qui veulent pas faire de la kiné périnéale si on n'a pas mis que c'était de la kiné périnéale. Soit, mais voilà, engageons-nous parce que c'est pas de l'excès de soins, c'est vraiment important. Donc, je reviens. Les troubles urinaires donc, peuvent être aussi pris en charge par de la kiné. Dans les troubles intestinaux, évidemment, la kiné a aussi toute sa place. C'est peut-être important de vider l'ampoule rectale avant le rapport sexuel. On peut utiliser des lavements, des petits fleets, des systèmes comme le péristine qui peuvent permettre de vider avant le rapport. Parfois, on peut discuter de dérivation intestinale. Je sais que c'est un problème important et que c'est un gros changement corporel, mais le fait d'avoir des fuites anales non programmées, entre guillemets, c'est un gros souci. Et parfois, la mise en place d'une stomie pour évacuer les selles peut libérer un petit peu l'esprit aussi. Quand on parle d'andropause et de ménopause, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, on va peut-être partir sur un traitement hormonal, mais peut-être aussi simplement sur des traitements beaucoup plus simples, beaucoup plus naturels, qui vont aider ce passage difficile. Augmenter la lubrification vaginale, c'est la clé pour éviter les infections urinaires après les rapports. Pour les hommes, on peut utiliser aussi des médicaments pour favoriser l'érection. Donc, il y a les inhibiteurs de la PDE5, on s'en fout du nom, mais c'est les tadalafil, anciens Viagra. Donc, on a maintenant des traitements qui sont quand même beaucoup plus faciles d'utilisation. Vous pouvez juste avoir un traitement à la demande. Donc, vous allez prendre le médicament si vous programmez un rapport sexuel en tenant compte qu'il faut plus ou moins 1 heure d'effet du médicament, mais aussi on a des médicaments qu'on peut prendre tous les jours. Donc vous avez votre petite pilule tous les jours qui va favoriser la bonne santé de l'érection et qui va réagir quand vous en aurez besoin. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires aussi, donc c'est une possibilité. Les injections intracaverneuses, quand les médicaments ne suffisent pas, on peut injecter directement le médicament dans la verge, ce qui va provoquer aussi une érection qui va être assez rigide pour pouvoir avoir un rapport sexuel satisfaisant pour les deux partenaires. Les pompes à vide, Gaëtan en a parlé tout à l'heure. Les prothèses péniennes, certains patients plus jeunes éventuellement, mais enfin quoique, il n'y a pas de limite d'âge, vont être motivés pour se faire implanter une prothèse qui est une sorte de verge avec du liquide dedans, et quand on a envie d'avoir un rapport, on la gonfle, on a le rapport et puis on la dégonfle. Donc ça peut aussi être une option. Alors, les traitements de la douleur, évidemment, on va privilégier les antidouleurs qui n'ont pas d'impact sur la sexualité, comme le Tegretol, le Neurontin, le Lyrica, ça vous les connaissez. On peut aussi utiliser les extraits cannabinoïdes qui ont un impact positif sur la relaxation musculaire, sur le lâcher-prise et sur la douleur. Concernant les troubles de la sensibilité, eh bien, on va essayer de stimuler au maximum éventuellement la zone génitale, manuellement, oralement, avec des sextoys comme par exemple les fameux aspirateurs clitoridiens comme le Womanizer, qui peuvent être utilisés en solo, en couple ou plus si nécessaire. Pour l'homme aussi, il y a des vibrateurs qui existent, des stimulants du gland, il y a aussi des stimulants rectaux. Vous savez, il y a le point P qui est la stimulation de la prostate, à un certain point de la prostate qui va pouvoir augmenter le plaisir chez l'homme. Ça peut se discuter aussi. Le body mapping, Madame Antoine en parlait tout à l'heure, donc c'est découvrir peut-être aussi d'autres zones érogènes que les zones génitales et pouvoir explorer son corps et découvrir d'autres plaisirs. Et puis dans les troubles relationnels, évidemment, l'éducation, la communication, la discussion, l'ouverture d'esprit. Je suis tout à fait d'accord et je suis aussi concernée. J'ai parfois des patients qui veulent ouvrir la conversation sur la sexualité et ne me demandez pas pourquoi. Il y a des jours où j'ai pas envie d'en parler. En tant que médecin, c'est pas bien.
Donc si jamais vous êtes en face d'un médecin ou d'un paramédical, quel qu'il soit, qui ne vous écoute pas, redemandez, réouvrez le dialogue, et si vraiment il n'y a pas de dialogue possible, changez d'interlocuteur. Ça veut dire que peut-être la personne n'est pas à l'aise non plus avec le fait de parler de la sexualité. On est aussi des êtres humains avec nos jours bons et pas bons. Et la sexualité, honnêtement, ça touche tellement notre propre personnalité et notre propre sexualité, ce qui n'est pas bien, hein, que parfois on peut avoir du mal à dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas, ouvrez le dialogue, c'est important, on est là pour vous aider, et si nous ne savons pas vous aider, nous devons trouver d'autres personnes qui sauront vous accompagner dans ces troubles. Donc voilà, c'est pas parce que ça passe pas avec quelqu'un que ça passera pas avec les autres. Vraiment, c'est très très important. Je crois que j'ai terminé.